Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans la salle des conférences du Sénat juste après la séance des questions d'actualité au gouvernement. On va revenir sur les différents thèmes abordés par les sénateurs dans l'hémicycle, notamment la situation autour des migrants. On va revenir aussi sur la proposition de loi qui était discutée cette semaine ici par la Haute Assemblée autour de la fin de vie. Et puis notre premier invité, c'est André Vallini. Bonjour, merci d'être avec nous, secrétaire d'État à la réforme territoriale. On va d'abord parler de l'actualité politique nationale avec l'utilisation du 49.3 par votre gouvernement, la discussion autour d'une motion de censure aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous dénoncez cette position de l'opposition autour de la motion de censure? Est-ce que c'est un artifice politicien, selon vous? Non, la motion de censure, elle existe dans la Constitution, de la même façon que le gouvernement a le droit d'engager sa responsabilité au titre de l'article 49.3, et il le fait, c'est prévu par la Constitution, ce n'est pas un coup de force, comme je l'entends trop souvent. De la même façon, l'opposition a le droit de déposer une motion de censure, c'est prévu par la Constitution, tout ça fait partie de la vie parlementaire, il n'y a rien qui me choque là-dedans. Ouais, c'est quand même un petit coup de force dans le sens où c'est un gouvernement qui veut imposer un texte à sa majorité. Non mais coup de force en français, ça veut dire qu'on bafoue la démocratie, on passe en force, on ne passe pas en force. Il y a un article dans la Constitution de la République française, démocratique, jusqu'à plus ample informé, qui prévoit que le gouvernement peut engager sa responsabilité sur un texte qu'il juge important. Ce texte est important. La loi Macron, c'est important pour l'économie française. La loi Macron, elle va permettre de libérer les initiatives, de libérer les énergies, de libérer l'économie, de donner du dynamisme, de la jeunesse à notre économie qui en a besoin. Il faut réformer la France. Si elle est si importante que ça, André Vallini, pourquoi vous n'avez pas de majorité à ce moment-là à l'Assemblée nationale? Parce qu'il y a au groupe socialiste une toute petite minorité de députés dont il faut écouter les arguments, mais qui sont minoritaires. Et en démocratie, dans un parti politique, un groupe parlementaire, dans une association, un conseil municipal, quand la majorité a délibéré, c'est la majorité qui fait la loi. La minorité doit se conformer à ce qu'a décidé la majorité. Puisqu'il y a des députés socialistes qui ne veulent pas se conformer à ce que la majorité des députés socialistes a décidé, il a fallu recourir au 49.3. J'ajoute que le débat, il a eu lieu. Quand on dit que le débat est escamoté, il a eu lieu pendant des centaines d'heures. Ici au Sénat, des centaines d'heures de débat. À l'Assemblée nationale, des centaines d'heures de débat. Tout a été dit. Et ce débat va reprendre ici au Sénat à partir du 30 juin, puisque la deuxième lecture va revenir ici. Donc on ne peut pas dire que la démocratie ne fonctionne pas. Ouais. Est-ce que vous avez peur néanmoins, peut-être que ce 49.3 laisse des traces dans votre majorité? Je pense à la suite, je pense par exemple aux élections régionales de décembre. Oui, non, je pense que d'ici le mois de décembre, le temps sera passé et puis on ne sera plus sur la loi Macron, on sera sur les régionales. Il ne faut pas tout confondre et tout mélanger. Oui, mais ça peut être difficile pour faire les majorités du premier tour, les alliances du premier tour. Tout dépend. Au premier tour, on n'est pas obligé d'être tous rassemblés dès le premier tour. On peut avoir des listes différentes au premier tour, se rassembler au deuxième. Ce qui va compter en décembre, pour nos amis communistes, radicaux, citoyens, la seule question qu'ils doivent se poser, est-ce que les régions françaises qui sont dirigées par la gauche, qui sont bien dirigées par la gauche, où des choses positives se font dans le domaine des transports, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de la culture, du tourisme. Est-ce que dans toutes ces régions dirigées par la gauche, on doit prendre le risque, à cause de la division, de les faire passer à droite, de faire en sorte que demain elles soient dirigées par la droite? Alors il y a le débat national, il y a le 49.3 en ce moment, il y a la loi Macron qui ne convient pas aux communistes et à certains alliés écologistes du gouvernement, mais au moment des régionales, on devra se poser la question des régionales, de ce qu'il faut faire dans chaque région de France. Moi, je suis de la région Auvergne-Rhône-Alpes et je souhaite que les électeurs de Auvergne-Rhône-Alpes... Et vous pensez que c'est la campagne régionale qui va l'emporter? Mais bien sûr, il faudra qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, comme dans toutes les régions, on compare ce que veut faire la droite, ce qu'a fait la gauche et ce que veut encore faire la gauche. Alors qu'on sera déjà dans la pré-campagne présidentielle, vous le voyez bien. Oui, déjà, alors, André Vallini. Oui, mais alors tout ce télescope et tout est mélangé. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent? Les choses vont on part du 49.3 et on arrive à la présidentielle. Moi, je parle des régionales et je dis qu'au régional, il faudra choisir des équipes pour chaque région de France, entre des conservateurs et des progressistes, entre la droite et la gauche. Tout ce télescope, mais François Hollande, votre président de la République, notre président de la République, en tout cas sans doute votre candidat pour la prochaine présidentielle, est déjà en campagne. Jean-Pierre Raffarin, qui était sur notre plateau, a dit François Hollande fait une grave erreur en étant déjà en campagne. Trop longtemps en avance. La France est un curieux pays, enfin je pense que c'est sûrement à peu près la même chose dans tous les pays. Soit le président circule peu,
se déplace peu et on lui reproche d'être isolé, de s'enfermer dans son palais de l'Élysée, soit il se déplace, il va au contact de des citoyens, des entrepreneurs, des syndicats. Il est venu dans mon département de l'Isère au mois de février. On a visité 2 usines, ça s'est très bien passé. Il a pris le temps, il a passé des heures à écouter les ouvriers, les employés, les cadres, les dirigeants de l'entreprise, des 2 entreprises. Là, il est au contact et on lui reproche d'être en campagne. Alors il fait quoi? Il reste à l'Élysée sans voir personne ou il se déplace dans tout le pays pour écouter Mais ce que c'est les bien, Français selon ont vous, à lui qu'il dire? soit déjà en campagne, qu'il Mais soit il n'est déjà pas sur en le terrain? campagne, il fait son travail, il fait son job de président, il prend les grandes décisions, il réunit le Conseil des ministres, il s'occupe de l'international, de l'extérieur, de la défense, de ce qui se passe en Afrique. Et puis, pour ce qui est des problèmes des Français, il va sur place se rendre compte par lui-même, écouter les gens. Parce que je peux vous dire une chose, moi j'accompagne François Hollande de temps en temps. Il écoute vraiment. Il ne passe pas quelques minutes en faisant semblant de s'intéresser à ce qu'on lui dit. Non, il écoute les gens. Il écoute tout ce que les gens ont à lui dire. Donc c'est la bonne Mais stratégie bien sûr, il faut être d'être présent sur le terrain, y compris quand on est président. Et c'est le candidat naturel pour vous du Parti Et ce socialiste? sera Ça reste le évidemment, mais candidat bien naturel? sûr, pour moi, ça a toujours été le candidat des socialistes. En 2017, quand on a le président sortant, on a le candidat naturel. Qu'est-ce Bien qu'on sûr. retiendra du quinquennat de François Hollande? La réforme territoriale que vous pilotez? J'espère qu'on retiendra beaucoup de réformes dans la réforme territoriale, oui. Cette réforme, on en parlait depuis 20 ans. Plusieurs gouvernements s'y sont essayés. Là, on va vraiment, pour une fois, clarifier les compétences aux régions, le développement économique, aux départements, les solidarités. Après pas mal d'allers-retours, d'atermoiements autour de la disparition Je ou non termine. du département. Aux régions, le développement économique, aux départements, les solidarités, et au bloc communal et intercommunal, la proximité, la vie quotidienne. Ça, c'est clair. On clarifie les choses. Et puis surtout, on renforce les régions pour qu'elles soient plus attractives en matière économique et on renforce l'intercommunalité pour que les communes, Ça, notamment ce les sera plus quand le petites... débat parlementaire autour du projet de loi qu'on appelle NOTRe Mais il y a sera consensus terminé. là-dessus. Sur les régions leaders en matière économique et sur le renforcement des intercommunalités, il y a consensus entre l'Assemblée et le Sénat, entre la droite et la gauche. Et le Sénat qui aimerait aussi, par exemple, que les régions pilotent également la politique de l'emploi. Ça, vous êtes toujours contre? Moi, je ne suis pas contre. J'ai exprimé une position il y a quelques mois qui était la suivante. Je pense qu'il faut aller effectivement... En tout cas, votre gouvernement est contre. Non, il n'est pas contre. Le gouvernement pense qu'il faut évidemment associer davantage qu'aujourd'hui les régions au pilotage de la politique de l'emploi, des politiques de l'emploi, sans pour autant détruire Pôle emploi et déconstruire ce qui a été fait, ce qui est en train d'être réformé d'ailleurs. Mais il faut, et ça va être le cas dans le texte, il faut que les régions soient davantage associées à la politique de l'emploi. C'est important, c'est nécessaire, parce que l'emploi, ça va avec le développement économique, avec la formation professionnelle, avec l'apprentissage. Ce sont des compétences régionales. Il faut que l'emploi, avec évidemment un rôle de l'État qu'il faut conserver au niveau de Pôle emploi, il faut que l'emploi soit aussi une des compétences partagées de la région. Ce sera quoi le prochain grand chantier territorial? Le prochain grand chantier territorial, ça va être la mise en œuvre des réformes, parce que les réformes que nous faisons voter, là, une fois qu'elles vont être votées au cœur de l'été, dès la rentrée de septembre, il faudra les mettre en œuvre. Il va falloir choisir les capitales régionales, redistribuer les services de l'État dans les régions, faire en sorte que les fusions entre les régions se passent bien, faire en sorte que les nouvelles compétences des intercommunalités soient bien exercées par les intercommunalités, qu'elles en aient les moyens. Il y a beaucoup de choses qui sont dans les textes dont vous avez parlé, dont nous avons parlé, la réforme territoriale. Une fois que les textes sont votés, il faut s'appliquer à la mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est parfois aussi difficile, quand on veut la réussir, que le vote d'un texte. Voter un texte, après tout, ce n'est pas si difficile, encore que ça peut prendre un peu de temps. Mais une fois que le texte est voté, une fois que le texte est voté, il faut qu'il soit mis en œuvre et bien appliqué. Très bien, écoutez, merci beaucoup André Valigny d'être venu en direct sur notre plateau cet après-midi. On va s'intéresser maintenant à une question qui a dominé la séance des questions d'actualité au gouvernement cet après-midi au Sénat, la question des migrations. Je vous propose d'abord d'écouter la réponse sur ce point du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. C'était cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. En France, nous faisons 2 choses. Un, des dispositifs d'hébergement renforcés. Plus de place pour les réfugiés qui sont dans les CADA, les rues ou les centres d'hébergement d'urgence, parce qu'ils doivent rentrer dans le droit commun du logement avec des dispositifs d'insertion. Deuxièmement, des centres d'hébergement d'urgence. Et troisièmement, des places en CADA. Et nous mettons davantage de fermeté dans les dispositifs de reconduite à la frontière. Nous avons éloigné l'an dernier 15 000 personnes. C'est beaucoup plus que ce qui avait été fait auparavant. Et nous continuerons avec cette politique de fermeté, de responsabilité et d'humanité. Voilà, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui répondait tout à l'heure à votre question. Esther Benbassa, bonjour, merci d'être avec nous sur notre plateau face à Philippe Bas, le président de la commission des lois. Bonjour, merci également à vous d'être avec nous. Le plan annoncé cette semaine donc, par le ministère de l'Intérieur, est-ce qu'il est, selon vous, Esther Benbassa, à la hauteur de cette crise autour des migrants sans précédent quand même dans l'Union européenne?
écoutez, il m'est difficile de dire s'il est à la hauteur, parce que pour le moment, on annonce des places pour fin 2015, 2016 et 2017. Donc, on ne les a pas vus. Il y a surtout une urgence de la situation. Ah bah oui, écoutez, moi, je suis avec les migrants depuis la semaine dernière. J'étais encore cette semaine. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues. Ils étaient à un moment donné, une fois qu'ils ont été expulsés de Pajol, ils étaient dans le bois dormois. Ils dormaient dans un jardin collectif. Vous savez, ils sont dans la détresse, mais on va pas faire maintenant. Je ne veux pas demander la compassion à vos auditeurs, mais enfin pour le moment, il n'y a pas grand-chose qu'on voit. Et c'est vrai qu'il y a une bonne volonté. On peut saluer ces propositions, mais moi, les promesses, vous savez, je les entends depuis longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils font jusqu'à fin 2015. Pourquoi on n'ouvre pas les centres d'urgence 24 heures sur 24? C'est très important. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui sont en zone d'attente? Voilà. C'est vrai qu'il y a une situation sanitaire, il y a une situation d'urgence sur le terrain. Philippe Bas, vous qui êtes le président de la commission des lois ici au Sénat, vous allez également revenir en deuxième lecture sur le projet de loi Asile. Est-ce qu'on peut faire évoluer ce texte? Est-ce que vous pensez que le gouvernement sera peut-être un petit peu plus ouvert à certains des amendements du Sénat qui ont été refusés par les députés en commission mixte paritaire? Je le souhaite en tout cas. Et sur quel point Ce sont des questions pour lesquelles nos sociétés sont piégées, elles sont en pleine contradiction. Nous avons d'un côté notre devoir d'humanité, personne ne peut le rejeter, et il y a de l'autre côté la crainte de créer des abcès de fixation ou des appels d'air, et la nécessité de prendre les problèmes des migrations à la racine, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet de fixer sur leur propre sol toutes ces populations qui s'en vont. Alors, quand il s'agit d'immigration économique, nous avons une doctrine à laquelle il ne faut pas contrevenir. Nous ne pouvons pas accepter l'immigration économique, mais nous devons faire notre devoir aussi en matière de réfugiés. Et la loi sur le droit d'asile, elle doit trouver la bonne mesure entre l'application de nos obligations en matière d'asile, de réfugiés politiques, de gens qui sont persécutés dans leur pays, et là, il faut les accueillir. Quant aux autres, les déboutés du droit d'asile, ceux qui n'ont aucun droit du point de vue du droit d'asile, eh bien, il faut que les mesures législatives soient fermes. Nous avons voulu qu'elles le soient. Et l'Assemblée nationale n'a pas voulu accepter les dispositions que nous avons prises pour permettre le retour des 3/4 des demandeurs d'asile qui sont déboutés vers leur pays d'origine. Et oui, mais certains ne peuvent pas retourner dans leur pays. Il y a certains pays où ils ne peuvent plus retourner, ils entrent dans la catégorie demandeurs d'asile. Ça ne va pas assez vite, c'est évident, on ne va pas engorger la France de migrants. Il y a les migrants économiques, il faut prendre des mesures dans leur pays en les aidant technologiquement, techniquement et autrement pour qu'ils puissent trouver du travail sur place. Mais il y a aussi ces gens qui ne veulent pas rester en France. Vous savez, moi, les gens que j'ai vus pendant toute la semaine dernière, ils sont de passage. Ils sortent, ils passent. Ils veulent aller vers l'Europe du Nord, la Grande-Bretagne, en Allemagne et dans les pays nordiques. Je vais vous dire, nous avons reçu 17% de demandeurs d'asile. L'Allemagne est à plus de 40%. L'Union européenne est à 45%. Enfin, donc la France finalement est moins généreuse. Ah oui, moins généreuse, mais elle a toujours été moins généreuse dans l'histoire. Elle a toujours été dans les années 30, elle l'a été avec les Espagnols, moins généreuse. Elle avec est moins les généreuse réfugiés. que d'autres et plus que certains. Et la France reste un pays Oui, mais pour c'est l'asile dément, qui plus est un que pays certains. recherché. Mais oui. Alors, je voudrais qu'on parle de la proposition fin de vie qui a été débattue au Sénat cette semaine. Pour certains, ce texte a été vidé de son sens. Il s'agit de la proposition de loi de Leonetti et de Claes, les deux députés. Est-ce que c'est votre avis, Esther Benbassa? Oui, si la sédation profonde et continue jusqu'au décès a perdu, continue jusqu'au décès, moi je trouve que là, on a vidé ce texte de son sens profond, parce
parce que, de nouveau, on a ouvert la porte à ce que des gens qui ont les moyens meurent, aillent mourir en Suisse, et nous, avec une sorte de, disons, de conscience judéo-chrétienne, nous avons remoralisé ce texte parce qu'on a peur d'utiliser le mot euthanasie. On peut toujours verrouiller une Même loi. s'il ne s'agissait pas d'euthanasie, hein, Esther Non, mais Benbassa. oui, bien sûr, mais il faut laisser, ou on augmente le nombre de soins de lieux où on pratique les soins palliatifs. C'est vraiment triste quand on voit ce qui se passe, où on aide ces personnes qui veulent mourir à mourir. C'est effectivement un des points importants, Philippe Bas, c'est effectivement l'inégalité territoriale sur l'accès peut-être aux soins palliatifs, le manque de lits, la formation des médecins. Oui, bien sûr, si il a été jugé utile de revenir une nouvelle fois sur cette question, malgré l'excellente loi de 2005, c'est pas parce que la loi était insuffisante, c'est parce que les moyens, y compris en formation de médecins, pour le développement des soins palliatifs, n'ont pas suivi. Mais moi, je dois dire que j'en demande pardon à Esther Benbassa, d'un avis diamétralement opposé au sien. Je considère que le Sénat a rendu le texte plus fraternel et plus humain. Je considère qu'en faisant en sorte que la sédation profonde, qui va effectivement pour un malade agonisant aller jusqu'à la mort, ne soit que l'ultime recours après épuisement de tous les moyens de traiter la souffrance, et devant un échec, parce que la souffrance est réfractaire, alors là, on a progressé, parce qu'on n'aura pas le droit de brûler les étapes. On ne pourra pas mettre en coma une personne sans avoir d'abord essayer d'accompagner sa fin de vie pour qu'elle reste consciente le plus longtemps possible en apaisant sa souffrance. C'est toute la logique des soins palliatifs que le Sénat a voulu rétablir en faisant en sorte que la sédation profonde soit un Vous avez ultime un petit recours. peu vidé de son contenu, vidé de son sens la proposition de loi des deux députés. Oui. On a rétabli la vocation quoi de ce texte à faire en sorte que les soins palliatifs soient des soins effectivement appliqués, Mais et qu'on il n'aille n'y a pas pas vers la assez solution de en France. facilité, consistant, sans avoir essayé d'atténuer la souffrance par tous les autres moyens, C'est certainement à pas une aller vers la solution de sédation facilité, je profonde. pense, C'est Philippe pas Bas. une solution de C'est facilité. une solution vous le de facilité savez bien. pour le les médecin, gens, bien les entendu gens que qui si. ont de l'argent, par exemple à Paris, ils mettent leurs malades à Jeanne Garnier où il y a des soins Il y a un palliatifs. centre de soins palliatifs oui, connu. connu. Il Mais n'y a pas allez, besoin d'avoir de l'argent pour aller à Jeanne ah Garnier, ben, madame. écoutez, franchement. En tout cas, il n'y a pas des centres tels que Jeanne Garnier un peu partout en un peu France. C'est aussi partout. ça le problème. C'est Contrairement- effectivement Mais le bien manque sûr. de lits et Contrairement aux pays l'inégalité nordiques. Ça n'est pas un territoriale. problème de la loi. Et oui, C'est- alors c'est le problème de qui? C'est le Parce qu'il n'y a problème des pas- moyens qui sont mis en œuvre Oui, mais à l'hôpital monsieur, public, si- dans les cliniques, Bon. dans les maisons de Bon, retraite, alors de la disons- formation des médecins, des personnels soignants, D'accord, de ça la c'est des diffusion mots. de l'information. Si je suis malade d'un cancer à l'état Mais ce sont aussi des mots, final, ce que vous dites. qu'est-ce que je fais? S'il n'y a pas Vous de aurez- soins palliatifs, j'attends de mourir de ma propre mort en souffrant. C'est ce que vous Il me doit y proposez. avoir Et moi, des je soins veux, palliatifs. mais il n'y en a pas. Il assez. doit y en avoir. Bon, on va attendre Alors vous encore choisissez 10 ans. qu'il vous n'y ait pas de estimiez, soins Philippe Bas, qu'on palliatifs. franchissait Vous une- Est-ce que choisissez vous qu'il n'y estimiez ait qu'on pas de franchissait soins une barrière palliatifs pour morale faire en avec ce sorte qu'on texte applique la sédation profonde à la place des soins palliatifs. C'est ce que je refuse. Mais écoutez, ce Est-ce n'est que vous pas un estimiez choix qu'on entre les qu'on deux. franchissait une barrière morale avec ce texte, avec cette proposition de loi? On entrait en tout cas dans un processus qui dispensait la France de se mettre à niveau pour les soins palliatifs, puisqu'elle permettait, cette proposition de loi, en l'état où nous l'avons trouvée, d'appliquer une sédation profonde sans qu'il y ait eu d'abord une tentative de faire reculer une souffrance réfractaire avec d'autres moyens. Esther Benbassa. Écoutez, c'est un choix conservateur et moralisateur. Les gens ont le droit de mourir madame, quand ils décident ou N'est quand pas un conservateur Vous celui me qui est en laissez. désaccord avec vous. Je Oh, bon, pense que c'est un écoutez, choix bon, je parle- fraternel non. et humaniste. Bon, l'humanisme, c'est de laisser les gens mourir quand ils ont décidé de mourir ou qu'un collectif Vous de avez le médecins droit d'être a partisane de décidé l'euthanasie, mais ce n'est pas mon cas. qu'un collectif On va de laisser médecins finir Esther a Benbassa. décidé. Les gens ont cette liberté en fin de vie de demander. Je n'étais pas d'accord non plus avec ce qu'il y avait dans le texte, comme quoi il fallait des dispositions antérieures qui... Des directives anticipées. Oui, bon, écoutez, si on meurt, si on est blessé sur la route, qu'on est jeune, qu'on a 25 ans, eh ben, c'est le cas de ce jeune homme. Vincent Lambert, vous parlez, Vincent de l'affaire, Lambert. vous parlez de l'affaire Vincent Lambert. Philippe Bas, toujours est-il que la position telle qu'elle a été
votée par le Sénat autour de cette proposition de loi ne fait pas l'unanimité, y compris dans votre camp, puisque Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales, ne votera pas la proposition de loi telle qu'elle sort du Sénat. C'est toute la force d'un débat comme celui-ci que de laisser à chacun sa liberté de conscience pour se prononcer par un vote personnel. Il s'agit de choix de conviction. Et je crois que c'est à l'honneur de mon groupe d'avoir laissé la liberté de conscience et de vote sur ce sujet. Mais nous avons laissé dans tous les groupes, il n'y a pas que chez les Républicains. Mais je m'en réjouis. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux d'être venus parler de la fin de vie. On en rediscutera bien sûr sur le plateau de Public Sénat puisqu'il y aura le vote définitif sur l'ensemble de la proposition de loi la semaine prochaine. On va revenir une dernière fois sur cette question des migrations qui occupait largement les questions d'actualité au Sénat. Aujourd'hui, on va réentendre le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve cet après-midi dans l'hémicycle. Et puis après, je recevrai sur ce plateau Roger Carucci et Catherine Tasca. Hier, nous n'avons pas proposé quelques milliers de places d'hébergement, Madame Benbassa. Nous en avons proposé 11 000. Et ces 11 000 places d'hébergement permettront de créer 4 200 places de plus des 8 000 que nous avons déjà créées en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Parce que nous voulons une politique de l'asile qui soit digne et qui permette à ceux qui ont le statut de réfugiés d'être accueillis dignement. Nous mettons 1500 places de plus en hébergement d'urgence pour qu'il n'y ait plus une personne vulnérable qui dorme dans les rues. Et ce sera un travail difficile que d'y parvenir. Il faudra pour cela beaucoup de travail et peu de commentaires. Et enfin, nous offrons 5000 places pour les réfugiés qui aujourd'hui dorment dans la rue, sont dans les CADA, sont dans les centres d'hébergement d'urgence et qui depuis longtemps ont leur statut et qui ont le droit d'entrer dans un parcours d'insertion. Vous appelez cela des mesurettes. Ça, c'est un travail extrêmement difficile que nous faisons avec un certain nombre d'associations, avec la ville de Paris, que nous continuerons à faire. Et j'aimerais sur ce sujet moins de commentaires, moins de postures, moins de cynisme, plus de sobriété et de dignité. Voilà, c'était donc Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat, justement, sur cette question des migrants. Et bien, tout à l'heure, j'ai reçu sur ce plateau Roger Carucci et Catherine Tasca, qui ont notamment commenté le plan annoncé cette semaine par le ministre de l'Intérieur. On les écoute. La crise est sans précédent par le nombre des migrants, aussi par les situations dans beaucoup de régions du monde qui créent, qu'on le veuille ou non, des réfugiés, qui fabriquent des réfugiés, des régions où il y a soit des dictatures féroces, soit un état de guerre. Donc ça n'est pas une question de décision, c'est une réalité. Et l'Europe ferait bien de prendre en compte cette réalité au plus vite et d'apporter des réponses. Je crois que le plan annoncé hier par le ministre de l'Intérieur, par Bernard Cazeneuve, répond autant que faire se peut à une situation, en effet, sans précédent. Il y aura un Quand vous dites effort... autant que faire se peut, c'est-à-dire que malgré tout, on est presque impuissant face à un tel afflux. Non, non, je ne dis pas ça du tout. Je dis que pour autant, le problème de l'immigration perdurera et sans doute pendant des années encore. Si l'on regarde l'action des précédents gouvernements, je n'en vois aucun qui ait résolu ce problème. Or, aujourd'hui, le problème s'est aggravé en raison du contexte international. Donc ce plan apporte tout de même beaucoup de réponses concrètes, en particulier pour les demandeurs d'asile, pour ceux qui ont droit à la protection de la France, les réfugiés. Et je trouve que c'est un plan courageux, raisonné et donc efficace. C'est aussi votre point de vue, Roger Carucci? Non, pas du tout. C'est évidemment extraordinairement insuffisant parce qu'on nous annonce 4000 places de plus d'ici la fin de l'année. Mais elles sont déjà programmées. C'était bien avant. Les 4000 places en centre d'accueil, elles sont déjà programmées. Donc, on a le sentiment qu'on nous ramasse tout ce qui était prévu, etc. Mais on est très loin. Je veux dire, vont arriver dans l'année à peu près 300 000 personnes en Italie. L'Italie, très logiquement, dit on ne peut pas tout seul. Et l'Europe hésite, balbutie. Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on ne ferme pas? Est-ce qu'on contrôle? Il y a des pays déjà qui commencent à fermer. D'accord. La Hongrie. Le vrai problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait par rapport aux frontières libyennes, qu'est-ce qu'on fait par rapport au réseau de passeurs, comment on empêche en réalité les gens d'embarquer, non pas de débarquer, mais d'embarquer. Et puis, au bout du bout, on ne va pas revenir là-dessus, nous avons 65 000 demandeurs d'asile, il y en a à peu près 15 000 qui l'obtiennent, on en raccompagne, oui, aucun 16 000. Et puis, il y en a 4-5 000 reconduits aux frontières, ce qui veut dire que le système français construit, fabrique de lui-même 30 à 40 000 clandestins tous les ans. On n'a plus les moyens, on n'a pas la capacité financière, on n'a pas la capacité d'hébergement, on n'a pas la capacité de leur fournir du travail. Est-ce qu'on a aussi la capacité financière de les reconduire à la frontière? On sait que ça coûte cher, il faut des moyens. À un moment, il faut que l'Europe tout entière décide de la manière de faire en sorte
de ne pas être complètement submergé. Parce que le fait d'être submergé conduira au fait qu'on accueillera mal, qu'on traitera mal ce qui réellement relève du droit d'asile par rapport à ce qui en réalité relève plutôt de l'immigration économique. C'est vrai Vous savez, je pense que ça n'est pas raisonnable de faire un tableau absolument catastrophique de cette situation. C'est une situation très lourde et jusqu'à présent, je le répète, aucun gouvernement n'a réussi à résoudre ce problème. Toujours est-il, est-ce qu'il faut une meilleure répartition? Est-ce que vous êtes pour une meilleure répartition entre les États membres de l'Union européenne? Je dirais que ce gouvernement s'attaque à ce problème de façon très responsable et contrairement à ce que dit Roger Carucci, avec des moyens supplémentaires conséquents. La réforme du droit d'asile, par exemple, est une grande réforme pour notre pays. On aurait été bien inspiré de la faire il y a de nombreuses années. Donc, on va se donner les moyens. Mais est-ce qu'elle va être suffisante, cette réforme du droit d'asile, suffisante, au vu de ce qui se passe aujourd'hui? Madame, suffisante, ça ne veut rien dire puisque vous n'êtes pas plus que moi capable de dire combien de gens dans le monde demain seront des demandeurs d'asile. Il faut se donner les moyens de traiter intelligemment, humainement et efficacement les demandeurs d'asile qui se présentent dans notre pays. Vous me demandiez si nous sommes pour la répartition de l'effort. Évidemment, il faut que ce soit un dossier européen. Ni la France ni l'Italie seules ne peuvent répondre à ce déferlement. Donc il faut absolument travailler à répartir l'effort et à prendre des mesures. Je considère que si les demandeurs d'asile sont mieux accueillis, si leur demande est traitée plus rapidement, ce que nous avons commencé à faire et que nous allons encore accélérer, et si les conditions d'hébergement et d'accompagnement dans notre pays deviennent de bonnes conditions d'hébergement et d'accompagnement, comme le plan annoncé par Bernard Cazeneuve permet vraiment de l'espérer, eh bien nous aurons déjà fait une partie de notre devoir à l'égard de tous ces gens. Est-ce que vous êtes sur la position, vous, Nicolas Sarkozy, Roger Carucci, de revoir un peu le droit du sol? Cette question fait débat à l'intérieur même de votre famille politique. C'est la position d'Éric Ciotti. Nicolas Sarkozy a dit que la question n'était pas taboue et qu'il fallait en parler. Moi, je suis pour une réforme du droit du sol. Pas pour la suppression du droit du sol, mais je suis pour dire que, par exemple, ceux qui sont en situation irrégulière en France, il n'est pas normal que les enfants nés de gens en situation irrégulière en France soient d'office français. Voilà. Pour les autres, on peut discuter, mais pour ceux qui sont en situation irrégulière en France, que leurs enfants soient d'office français, ça ne me paraît pas forcément quelque chose d'évident. Qu'en pensez-vous, Catherine Tasca? Nous sommes absolument attachés au droit du sol. Ça fait vraiment partie de notre pacte républicain et je dirais de notre devoir humanitaire compte tenu de la situation du monde. Donc je suis contente d'entendre ce que dit Roger Carucci en tout de même limitant un peu les propos tenus par le chef de son parti et par M. Éric Ciotti. Il est clair que la suppression du droit du sol serait une aberration tout à fait inacceptable pour nous. Nicolas Sarkozy n'a pas non plus parlé de suppression du droit du sol. Il a dit que ça n'était pas un sujet tabou. Ah non, on peut quand même rien n'est tabou, on peut parler encore dans ce pays. Oh, non, un certain nombre de choses sont tabous. Non, le droit du sol, c'est pas un sujet tabou. D'ailleurs, ça n'est pas et de loin un principe républicain. Je rappelle qu'on a établi dans ce pays le droit du sol à la fin du 19e siècle parce qu'on avait un problème de démographie par rapport à l'Allemagne contre qui on se préparait à la guerre. C'est loin d'être la République. Voilà donc pour ce débat entre Roger Carucci et Catherine Tasca, enregistré cet après-midi au Sénat juste avant la séance des questions d'actualité au gouvernement autour de la situation des migrants en France, mais également dans l'ensemble de l'Union européenne. Une situation des migrants qui a évidemment dominé cette séance des questions d'actualité au gouvernement aujourd'hui au Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne soirée à tous sur l'antenne de la chaîne parlementaire.